Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Mat Prime sur l'Europe et le sport au féminin. Je suis Candice Satara, rédactrice en chef de Mademoiselle. Ce live s'inscrit dans une série d'émissions spéciales Europe organisée en partenariat éditorial avec Check Europe. À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, nous allons nous pencher sur le sujet des femmes et du sport et nous allons parler des actions pour favoriser une égalité des genres. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés trois expertes. Tess Armand, directrice générale de l'association Alice Mia. Bonjour. Eva Jacomet, responsable des questions européennes du think tank Sport et Citoyenneté. Bonjour, merci de nous accueillir. Et Camille Baumann, chargée de mission Union européenne, ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première partie d'émission, on va parler du sport au féminin et des inégalités de genre. Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans le sport, elles touchent à tous les domaines. Les inégalités dans la pratique sportive, dans la couverture médiatique, les inégalités dans la représentation des femmes dans les fonctions et instances sportives, les écarts de rémunération pour un même travail, il reste des inégalités, même s'il y a des progrès qui ont été faits. Récemment, le rendez-vous paralympique et les principales compétitions du sport féminin font désormais partie de la catégorie des événements d'importance majeure, selon un décret gouvernemental paru au journal officiel le 6 juillet dernier. Enfin, plus de visibilité pour le sport au féminin, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore des choses à faire. Tess Armand, vous êtes directrice générale de l'association Alice Mia. Quel est l'objectif de l'association Alice Mia ? Alors déjà, il y a un enjeu de faire connaître Alice Mia, dont on a emprunté le nom pour aussi représenter nos missions. Donc pour le dire très rapidement, Alice Mia, en fait, ça a été une pionnière dans le monde du sport, puisqu'en fait, ça a été une des premières, si ce n'est la première dirigeante du sport, qui s'est battue au siècle dernier pour que les femmes puissent pratiquer les sports qu'elles veulent et pas seulement les sports qui leur étaient réservés, donc les sports plus esthétiques à l'époque. Et son grand combat, ça a été l'athlétisme au féminin, et donc elle s'est battue pour que ces épreuves puissent être proposées aux femmes aux Jeux Olympiques. Et elle a réussi à force de créer des instances pour organiser des compétitions nationales, internationales. Et donc nous, en fait, avec l'association, déjà on veut mettre en avant cette évolution-là qu'il y a eu et ce long chemin qui a dû être fait au siècle dernier, puisque aujourd'hui encore très peu de monde sait qui est Alice Mia, alors que tout le monde connaît Pierre de Coubertin. Donc nos axes de travail, c'est de donc sensibiliser aux stéréotypes de genre, aux discriminations et aux violences, d'organiser des événements pour valoriser en fait à la fois les sportives, mais que ce soit les sportifs du quotidien ou les sportifs de haut niveau, et aussi promouvoir la représentation en général dans le monde du sport, pas seulement dans la pratique, mais aussi dans les instances dirigeantes, dans l'arbitrage, dans l'encadrement. Donc ce sont de vastes problématiques qu'on essaye de mettre en avant, et avec un enjeu de visibilisation sur toutes ces thématiques, donc la médiatisation qui est quand même très importante aussi pour notre association. Pour vous, les enjeux, c'est effectivement vraiment cette médiatisation, j'ai l'impression. Oui, ça a vraiment son importance, mais quand on parle de médiatisation, au final, on parle de plein de manières de communiquer différentes, et c'est ça qui est intéressant aussi, puisqu'on a les grands médias, donc avec des progrès comme on peut le voir récemment sur les compétitions féminines qui vont être ajoutées aux événements d'importance majeure, mais c'est aussi ça peut être en fait tout simplement parfois sur la manière dont on met en avant un événement qui est pas forcément d'ampleur internationale. Donc nous, on essaye déjà de montrer qu'il y a du contenu, des choses. On a créé un festival qui s'appelle Les Sportives en Lumière. Donc c'est un festival documentaire où on essaye de montrer qu'il y a des sportives qui sont là et qui font des performances incroyables et qui ont des parcours très inspirants, et que c'est très beau aussi visuellement de voir un peu plus leur travail. Et on a aussi travaillé avec l'association Femmes journalistes de sport, qui
dans ses missions aussi la lutte contre le sexisme dans les rédactions sportives et comment ça influence la manière dont en fait on parle des sportives derrière. Donc cet enjeu de médiatisation, il touche finalement à plein de problématiques différentes et on travaille avec plein d'acteurs et d'actrices différentes sur ces sujets-là. Camille, la France est-elle plutôt un bon élève en matière d'égalité des genres dans le sport ou plutôt pas ? Alors bien sûr, s'il reste plein de progrès à faire, je pense qu'on fait figure en effet des bons élèves. Je pourrais pas commencer sans vous parler du fait que là, les JO, ce seront les premiers Jeux paritaires dans l'histoire. Donc pour la première fois, il y aura autant d'athlètes femmes que hommes. Donc je pense que c'est vraiment une réelle avancée. Après, comme on l'a dit aussi, on est très engagé sur la médiatisation aussi des événements, bien sûr, sportifs. Donc c'est vrai que peut-être pour donner plus de détails, on aura enfin accès donc aux demi-finales et aux finales des Coupes du Monde de football féminine, de rugby, mais également le Tour de France et la finale de la Ligue des Champions, et aussi des disciplines de parasport. Donc je pense que ça, c'est vraiment une avancée dont on peut se féliciter. Et puis peut-être le ministère est également engagé sur plein d'autres aspects, notamment en termes de gouvernance des fédérations. Il y a une loi qui est passée en mars 2022, donc qui vise à démocratiser le sport en France, qui oblige maintenant les instances dirigeantes des fédérations sportives à, lors de leur renouvellement, à instaurer la parité, à la respecter. Et puis, bien sûr, on a une attention particulière sur toutes les différentes étapes de la vie d'une femme qui sont assez clés en termes de rapport et de lien avec la pratique sportive. Donc, par exemple, durant la maternité, mais également après, durant la ménopause, ou peut-être d'autres, des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc, tout ça, ce sont des problématiques qu'on a à cœur, et d'accompagner les femmes dans ce développement. Il y a quand même eu un effet JO, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte que ce sujet soit un peu plus oublié après ? Si, en tant qu'association travaillant sur ces thématiques-là, on a vraiment vu l'effet JO depuis le début de l'année 2023, enfin l'année scolaire ou sportive 2023 et là 2024, qu'il y a vraiment un intérêt qui a grandi au fil des mois. Et nous-mêmes, on est très, très sollicités pour intervenir dans le cadre de manifestations pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le mois de mars, ça a été très, très souvent axé sport et femmes cette année, ce qui était très intéressant, mais on a quand même cette crainte que derrière, il y ait une sorte de trou, en fait, qu'il y a un intérêt qui soit moindre. Après, on est quand même très optimiste parce qu'on a réussi, dans ces mois qui se sont écoulés, à créer des liens créer des partenariats aussi sur le long terme avec des structures, avec des villes. Et on sent qu'en fait, une fois que tout le monde a en tête les leviers du sport et comment ça peut permettre de parler d'égalité différemment, ou en tout cas d'être un moyen de lutter contre les discriminations, les stéréotypes, finalement on peut continuer le travail. Mais on a une petite crainte quand même. Eva ? Oui, je pense qu'il y a eu un vrai effet de levier quand même avec les Jeux de Paris 2024. On a vu sur le sport au féminin. On a eu cette capacité-là, je pense, sur les dernières années en France et ailleurs qu'en France aussi, à traiter cette diversité de sous-thématiques en fait qu'on peut avoir dans le sport au féminin. On a parlé de la question de la maternité, de la question de l'endométriose, c'est des sujets qui reviennent, même qui sont pris à bras-le-corps par des sportifs de haut niveau. Vous avez des judokates qui se sont positionnés sur cette thématique-là. Je pense qu'un des enjeux, c'est aussi, quand on parle de grands événements sportifs, c'est quel effet on a sur la pratique sportive de tous et toutes. Sur les Jeux, dire on a les premiers Jeux paritaires, on espère que demain ce sera suivi d'un effet sur la pratique sportive de l'ensemble des publics féminins, du plus jeune âge à l'ensemble vraiment des publics, de cette notion d'avoir conserver une activité physique tout au long de la vie. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu de cet après-jeu, on va dire, de vraiment avoir un sport qui, au-delà de la grande image que sont les Jeux de Paris 2024, d'avoir un sport plus paritaire, où on est davantage de jeunes filles qui pratiquent, on n'est pas un décrochage à un quelconque âge de la vie d'une jeune fille ou d'une femme, et qu'on puisse justifier d'un monde sportif plus paritaire aussi.
Alors, puisqu'on parle d'Europe, c'est le cœur du sujet de cette émission. Qu'en est-il en Europe ? Est-ce qu'on observe les mêmes inégalités, les mêmes problématiques aussi pour les femmes en Europe ? Oui, plutôt, on est sur des tendances lourdes quand même, sur la question, sur toutes les questions qu'on a pu balayer, sur la question de la médiatisation, sur la question de la participation des jeunes filles et des femmes à l'activité sportive, sur la question des droits des sportifs de haut niveau. Il va y avoir des disparités, évidemment, mais il y a quand même des tendances lourdes. Sur la pratique, on voit que la pratique chez les femmes, elle décroît. Entre le moment où on débute la pratique sportive quand on est petite, au moment où on devient adulte, où on va avoir éventuellement un premier enfant. Là, on sait qu'il y a une première cassure qui se constate très sincèrement à peu près dans tous les pays européens. Ce qu'il faut noter aussi... Il y a quand même des chiffres forts. En 2022, seulement 38% des Européens pratiquaient une activité sportive hebdomadaire. C'est quand même très très faible et je crois que les femmes, c'est encore en dessous, c'est les chiffres de l'Eurobaromètre. Oui, on a un problème sur la question de la sédentarité en Europe qui est assez fort, qui est vrai pour les hommes et pour les femmes, mais qui est encore plus accentué chez les publics féminins. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est pour ça aussi que je disais, il faut qu'on puisse justifier d'un effet des grandes compétitions sportives sur cet aspect-là aussi. Donc oui, c'est une thématique qui est remarquée de partout en Europe. Pardon, c'est intéressant dans tous les aspects que vous soulevez, mais effectivement, c'est, je pense, des thématiques qui sont bien prises en compte, parce que je pense que vous le savez, mais Paris 2024 a une réelle stratégie d'héritage, que ce soit du comité Paris 2024, mais aussi au niveau État. Donc effectivement, tous ces aspects-là sont déclinés, et on aura vraiment à cœur de suivre et de faire perdurer les effets positifs et bénéfiques des Jeux. Mais est-ce qu'il y a certains pays européens qui sont meilleurs, je ne sais pas, justement dans la féminisation de certaines professions, ou bien dans la visibilisation ou la médiatisation ? Est-ce qu'il y en a certains qui sont... on peut s'inspirer de certains pays, on devrait s'inspirer de certaines pratiques Nous, pour avoir travaillé avec vraiment environ une quinzaine de nationalités, enfin d'organisations de nationalités différentes sur des projets européens, on voit souvent un écart... assez en fait, souvent avec la France on a l'impression qu'on est un peu au milieu, on n'est pas au mieux qu'on pourrait être, mais on n'est pas moins bien non plus. Vous avez dit bons élèves tout à l'heure. Oui, des bons élèves. Des bons élèves. On est globalement quand même souvent... Ça dépend comment on voit le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, disons que par exemple, on avait travaillé sur un projet européen qui était spécialisé sur la lutte contre les discriminations et les violences dans le sport. Et l'organisation qui était la plus moteur sur ce projet, c'était une organisation qui est une association de coachs finlandais et finlandaises. Et en fait, en matière de lutte contre les violences, tout ce qui va se rapporter à l'éthique dans le sport et autres, il y avait tellement de mécanismes, de processus mis en place supplémentaires là-bas et d'études aussi, tout simplement de la recherche qui était faite. Et nous, on commençait tout juste un petit peu à aborder ce sujet-là. Donc en fait, c'est qu'on a un peu de retard. Donc c'est pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un manque de volonté, en tout cas de la France, de prendre ces thématiques à bras-le-corps. Mais c'est plus que, du coup, c'est assez intéressant de s'inspirer de ces pays-là, justement, parce qu'il y a des très bonnes pratiques et qu'on peut reproduire. Ça m'amène à cette seconde partie sur comment finalement l'Europe peut, en travaillant avec les différents, entre les différentes structures, peut faire évoluer ces questions-là sur le sport au féminin. Alors parlons maintenant d'Europe et des institutions, parce que c'est vrai que quand on parle d'Europe, il y a beaucoup d'institutions et ça peut donner un peu le tournis quand on ne connaît pas. Néanmoins, chacune a un rôle bien précis et finalement agit à son niveau pour améliorer, pour promouvoir le sport et notamment le sport des femmes. Donc, si on doit résumer, on parle beaucoup du Conseil de l'Union européenne qui réunit les États membres. Quel est son rôle ? Est-ce que le Conseil a un pouvoir ? Est-ce que ses conclusions ont un pouvoir contraignant ? Comment ça fonctionne ? Effectivement, là, on rentre un peu dans le dur, mais on va essayer de simplifier tout ça. Ne partez pas. Donc, c'est vrai. Les politiques sportives, c'est vrai que ça relève encore de la compétence des États membres. Donc, ce qui signifie que rien n'est contraignant. C'est-à-dire que rien n'est contraignant, mais ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne fait rien. Elle a une compétence qu'on appelle d'appui et elle vise surtout en fait à défendre et à renforcer la dimension sociétale du sport et l'égalité de genre, c'est une grande de ses priorités.
Et le Conseil de l'Union européenne donc, représente les États membres. Et effectivement, il fonctionne sous présidence tournante. Donc actuellement, on est sous présidence hongroise, avant sous présidence belge et sous présidence espagnole encore auparavant, et ça a son importance. Et donc, la vocation du Conseil, c'est d'adopter des conclusions qui en fait sont des invitations pour les États membres, pour la Commission, pour le mouvement sportif, à agir sur tel ou tel domaine. Et récemment, on a adopté 2 textes assez fondateurs et importants. Donc, le plan de travail de l'Union européenne pour le sport, donc qui est vraiment le document cadre qui oriente la coopération entre les États membres, la Commission, le mouvement sportif et tous les autres acteurs, et qui définit en fait les grandes priorités de travail entre 2024 et 2027. Et l'égalité de genre, c'est vraiment une des priorités fondamentales, qui est déclinée en sous-objectifs qui comprennent, par exemple, l'augmentation évidemment de la participation des femmes au poste d'entraînement, mais également l'augmentation de la pratique, des conditions égales de rémunération, et aussi, et on en revient encore, l'accroissement de la couverture médiatique des compétitions sportives féminines. Et peut-être juste le deuxième document assez clé. Donc, sous présidence espagnole, en novembre 2023, on a adopté des conclusions afin de combattre les discriminations liées au genre dans le sport. Donc, on fait une série de recommandations aux divers acteurs pour vraiment s'assurer que les femmes en Europe puissent bénéficier d'un traitement sûr, inclusif et équitable dans leurs pratiques sportives et surtout d'un accès égal. Voilà. Donc, voilà, pas mal de choses. Pas de vocation contraignante, mais beaucoup d'invitations et d'échanges. Des lignes directrices, en fait, des lignes directrices. Et sur le Conseil de l'Europe, lui, va avoir plutôt un rôle de collecte de données, d'études. Alors, le Conseil de l'Europe, effectivement, a un rôle très important aussi dans le secteur du sport, qui ne fait pas partie des institutions de l'Union européenne, c'est le petit point, mais c'est effectivement une grosse organisation internationale qui est basée à Strasbourg, qui regroupe 46 États. Et ils ont un rôle très important dans la lutte contre le dopage, la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et aussi dans l'égalité de genre dans le sport. Mais effectivement, vraiment un travail sur la donnée, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a parfois un manque de données qui nous permettent d'agir et de baser nos politiques publiques. Et là, le Conseil de l'Europe mène un projet qui s'appelle Tous ensemble vers l'égalité de genre, donc qui est une vaste campagne de collecte de données auprès des ministères, des agences gouvernementales qui s'occupent du sport et des fédérations dans plus d'une vingtaine de pays. Donc ça, c'est le premier pilier du projet. Le deuxième étant à partir de ces données, créer un répertoire de bonnes pratiques dans lequel on pourra piocher pour s'inspirer, que ce soit niveau État, mais niveau association, niveau mouvement sportif. Et il y a évidemment, comme toujours, un axe assez fort sur le travail avec les médias, pour lutter contre les stéréotypes. Oui. Voilà. Et pour rebondir peut-être sur ce que Camille dit, je trouve que ce qui est particulièrement d'intéressant dans le travail qui est fait par le Conseil de l'Europe sur ce projet, sur d'autres projets qu'ils ont eu avant sur les questions d'égalité de genre, c'est la capacité à traiter la diversité de thématiques quand on parle de sport au féminin. Donc quand ils vont collecter de la donnée, ils vont le faire sur la question de la participation, ils vont le faire sur la médiatisation, ils vont le faire sur les violences sexistes et sexuelles, ils vont le faire sur les postes à encadrement ou d'arbitrage, de direction des instances sportives. Donc il y a vraiment cette capacité-là à saisir le sujet et la problématique dans sa diversité d'enjeux, on va dire, et pas juste à voir sous un angle soit médiatisation, soit pratique. Oui, et puis c'est vraiment du travail du temps long, en fait. C'est sur des longues périodes. Oui, et puis aujourd'hui, on ne peut pas traiter l'ensemble de ces problématiques-là sans avoir bien identifié en amont ces données-là. En fait, ces données-là, elles sont clés pour avoir des politiques qui fassent sens par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Bien sûr. On a aussi la Commission européenne, pour le coup, qui a vraiment un rôle aussi clé, qui va traiter, on va le voir dans le prochain chapitre, vraiment de l'égalité des genres à travers Erasmus plus sport. J'ai déjà dévoilé. Comment ça fonctionne, comment ça se passe, Eva, avec la Commission européenne, cette espèce de pouvoir qui a finalement un pouvoir assez important comparé, mais en tout cas concrètement sur la mise en place de projets. La Commission, en fait, elle a deux rôles, on va dire. Elle a un rôle de recommandation, comme peut le faire par ailleurs le Conseil de l'Union, et elle a un rôle plus concret de financement de projets via la ligne Erasmus+, qui sert pour les échanges universitaires, mais en l'occurrence, il y a un budget dédié pour financer des projets qui sont uniquement des projets sport. Et sur cet angle-là, la Commission va financer notamment des projets sur l'égalité de genre,
parce que ça fait partie des priorités de l'Union européenne, et donc ça fait partie aussi des priorités de ce programme-là. Donc il y a un vrai engagement de la part de la Commission européenne à financer des actions de terrain, en fait. Quand on va sur Erasmus Plus Sport, on finance des actions de terrain. On finance des programmes qui vont être mis en place par des associations comme l'association ESMIA, par des fédérations sportives, des clubs sportifs, des associations aussi féministes ou de défense des droits des femmes. Donc on finance vraiment des actions de terrain. Et c'est ce que fait la Commission européenne. Ils ont un rôle aussi de communication. Vous avez la Semaine européenne du sport tous les ans, qui est organisé du 23 au 30 septembre, où là, on va valoriser des événements et des actions aussi de terrain. Mais voilà, c'est vraiment ce rôle-là de recommandation, de visibilité qui est donné via notamment la Semaine européenne du sport, et Camille pourra en parler, mais le Be Inclusive Award aussi est un point intéressant, et vraiment de financement très concret d'actions de terrain, qui est peut-être pas souvent très connu. Je crois qu'on a une petite vidéo sur la Semaine européenne du sport. Si vous pouvez nous la partager. Oui, voilà. Donc ça a lieu chaque année, depuis 2014, c'est ça ? Oui, il me semble, oui. Chaque année, du 23 au 30 septembre. De partout en Europe. Ouais. Et chaque pays est libre de l'organiser de la façon. Et on sait déjà quelle va être la thématique de la prochaine édition ? En fait, il y a différentes entrées thématiques sur la Semaine européenne du sport. On est généralement sur tout ce qui va être des thématiques sociales dans le cadre du sport. Donc on a par exemple un axe inclusion, on a un autre axe qui est sur les questions d'enjeux environnementaux et de développement durable. En général, on garde en fait les grandes priorités en matière sociale de l'Union européenne et on les retranscrit sur une entrée plus sport. Et donc sur les Be Inclusive Sport Awards, qu'est-ce que c'est exactement ? Une de vous peut m'en parler ? Ouais, donc en fait la commission, sur la base de tous ces beaux projets qui sont réalisés sur financement Erasmus+, en fait elle récompense les projets donc qui utilisent vraiment le sport pour améliorer l'inclusion sociale. Donc il y a la catégorie Be Active, mais aussi la catégorie Be Inclusive, et dans cette catégorie il y a une sous-catégorie qui s'appelle Be Equal. Donc il a vraiment récompense les projets qui ont mis l'égalité de genre dans le sport vraiment dans le cœur de leur travail. Et par exemple, le lauréat de cette année, c'est le comité olympique danois qui avait une initiative visant à donner aux filles issues des minorités la possibilité d'exercer un sport, une activité physique comme toute autre petite fille danoise. Mais voilà, il y a plein de beaux projets, ça donne une belle visibilité et ça donne surtout aussi un accès après aux bonnes pratiques. On y revient donc pour s'inspirer, en faire de même. On voit que le rôle de la Commission européenne est clé. On va enchaîner avec les actions et notamment le programme Erasmus Plus Sport et notamment les actions qui sont menées en faveur de l'égalité des genres pour cette troisième partie. Donc, comme vous me disiez, la Commission européenne va financer les projets Erasmus Plus Sport. Erasmus Plus Sport, c'est le programme de l'Union. Non, Erasmus Plus, pardon, c'est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Et c'est vrai qu'on connaît moins. On pense beaucoup échange. On connaît moins Erasmus Plus Sport, qui est le volet sport du programme. Vous venez de nous en parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que l'égalité des genres est une priorité de Erasmus Plus Sport ? Alors oui, bien sûr, à nouveau, comme tu le disais très bien, ça fait partie des grandes priorités de la Commission et de l'action de l'Union européenne, donc c'est décliné, et le programme Erasmus+ a vraiment vocation à concrétiser et à donner corps à ces grands objectifs généraux. Et effectivement, le volet sport est très méconnu, il représente pour l'instant 1,9% du budget, ce qui est déjà un bon début, mais on souhaite l'augmenter d'année en année. Et très concrètement, on peut financer 2 types de projets. Donc, il y a des mobilités dans le domaine sportif. C'est un nouvel appel à projet qui a été lancé l'année dernière, donc qui permet aux coachs, aux entraîneurs, aux élus, aux personnes rémunérées ou bénévoles d'une structure sportive d'effectuer une mobilité à l'étranger pour s'inspirer des pratiques d'un autre club. Et le deuxième type d'appel à projet, ce sont des partenariats. Donc là, c'est vraiment des échanges entre des structures et des assos. Et là, je pense que vous seriez à même d'en parler. Et il faut savoir que c'est des appels à projets qui sont accessibles
à toutes et à tous et à toute forme de structure, même si l'expertise et les connaissances ne sont pas là, parce que c'est vrai que l'Union européenne, parfois, ça fait peur, mais on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le travail de l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, et le ministère soutient en fait financièrement un point national d'information qui est une forme de guichet en fait vers lequel les structures peuvent s'adresser et elles seront orientées vers le type d'appel à projet qui correspondra le mieux au projet qu'ils souhaitent mener. Et voilà, il y a deux phases de candidature par an et plein d'informations sur le site de l'agence Erasmus+. Alors pourquoi se tourner vers Erasmus plus Sport? Il y a aussi ce point qui est non négligeable, c'est qu'en fait il y a une méthode de financement qui fait qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un cofinancement. Et pour des organismes qui sont pas forcément très riches, ça peut être intéressant aussi de pas avoir à avancer ou de trouver un cofinancement. Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis même si on connaît pas bien d'autres acteurs européens. Il y a un lien qui peut être vite fait via le travail des agences, mais aussi de structures comme Sport et Citoyenneté ou d'autres. Donc effectivement, c'est vraiment un moyen de mener à bien un projet. Et sans les financements européens, parfois, des projets ne pourraient pas voir le jour. Et je pense que ça représente vraiment de très belles opportunités. Et je pense que le coup d'entrée, c'est un peu... la phase de rédaction, de candidature, mais une fois que ça, on a les bonnes personnes autour de nous, ça représente plein de belles opportunités. Ouais. Et vous, en tant que Sport et Citoyenneté, comment vous intervenez dans ces projets? Nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu de la mise en réseau, si vous voulez. Nous, déjà, on a cette capacité aujourd'hui à avoir une vraie connaissance d'un appel Erasmus+ Sport. Et donc d'être en mesure de porter les projets et d'accompagner des structures sportives ou associatives pour qui ça représenterait une charge de travail qui est un petit peu trop lourde. On a aussi une capacité à avoir une vision de aujourd'hui quelles sont les problématiques dans le sport et à être en mesure d'initier en fait un peu certains projets comme on a pu le faire avec la Fondation Alice Mia sur la question du décrochage sportif à l'adolescence. Donc on a vraiment cette capacité-là de parvenir à faire une mise en réseau et d'aller chercher des structures sportives qui peut-être n'auraient pas répondu avant à cet appel à projet et qui ont envie de s'outiller sur la question de l'égalité de genre. Je pense que l'intérêt, il est vraiment là aussi des appels Erasmus+ Sport, c'est dire, ce qu'on entend souvent sur la question de l'égalité de genre, c'est des clubs ou des fédérations qui vont nous dire oui, mais moi, en tant qu'acteur seul, c'est dur de mener un projet sur l'égalité de genre, je ne sais pas exactement quoi faire. Et l'aspect européen, il est vraiment là. Il est de dire, en fait, peut-être qu'au Danemark, en Italie ou en Espagne, il y a déjà un projet qui est mené là-dessus, il y a déjà une bonne pratique. On peut aller la chercher, on peut essayer de l'adapter et de la dupliquer vers un autre pays, vers une autre discipline sportive même. Et je pense que l'intérêt, il est vraiment là. Et nous, on essaye de faire ce rôle-là, en fait, de mise en lien. Et on diminue un petit peu l'aspect rébarbatif, on va dire. Oui, donc les personnes qui auraient envie de se lancer dans un projet européen, elles peuvent se rapprocher de Sport et Citoyenneté et aussi du bureau d'information dont on a parlé tout à l'heure pour avoir du soutien. Voilà, il ne faut pas, effectivement, pas que ce soit forcé. C'est pas un frein. Au contraire, ça peut permettre d'avancer plus vite et d'arriver plus vite. Du côté de l'association Alice Mia, vous, c'est aussi le fait de pouvoir s'inspirer d'autres pratiques, d'autres pays, de pouvoir... monter vraiment en compétence là-dessus qui vous a donné envie de travailler sur des projets européens? Oui, tout à fait. En fait, même historiquement, l'association, le premier financement que l'association a eu, c'était en 2016 et c'était un projet Erasmus+ Sport, donc c'était sur le cycle Erasmus d'avant, qui avait qui fonctionnait un petit peu différemment, mais était le même en termes de priorité en tout cas. Et en fait, la réflexion, ça a été à l'époque de se dire on a des idées, on a des projets qu'on veut développer, mais on a besoin de soutien financier pour ça. Et c'est difficile en effet quand on est une structure et qu'on peut candidater essentiellement à des appels à projets où il y a un cofinancement qui est obligatoire dans la plupart du cas, de dire on tente et si on n'y arrive pas, c'est problématique. Là, il y avait vraiment cette opportunité de développer un projet et donc le projet a été mené sur 2 ans et en fait ça a un petit peu forgé l'identité finalement de l'association, de tout de suite se dire il faut garder cet axe absolument européen parce que ça a beaucoup inspiré le fait d'avoir travaillé avec d'autres organisations et depuis on continue de mener des projets soit
soit en tant que partenaire, en fait, et comme le disait Eva, parfois, en fait, on va être approché au bout d'un moment aussi quand on a fait un ou deux projets. On crée un réseau au final entre structures et donc on arrive à voir quelle organisation a quelle expertise. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on peut voir aussi avec qui on a envie de continuer à travailler sur telle ou telle thématique. Donc là, ça nous a vraiment aidé à apporter un petit coup de pouce au début à l'association. Et aujourd'hui, on est assez bien identifié et on continue toujours d'emmener 4 ou 5 en tant que partenaire ou coordinateur. Et en fait, on voit que ça nous apporte beaucoup en interne parce que nous-mêmes, après avoir fait certains projets, on a intégré vraiment concrètement des choses qu'on avait mises en application et découvertes dans un projet, dans notre quotidien de l'association. Le projet dont je parlais tout à l'heure sur la lutte contre les discriminations et les violences, on a vraiment commencé à s'intéresser à cette thématique-là avec ce projet européen-là. Et aujourd'hui, ça, c'est un projet qui a été mené? Oui. Qui est en cours? Alors, c'est un projet qui a été mené entre fin 2019 et 2022. Maintenant, il est terminé, mais donc il y a un autre projet qui est un petit peu la suite de ce projet-là. Comment il s'appelle? Donc, le projet d'origine s'appelait Fairer Coaching. Donc, si on traduit coaching plus équitable, plus juste. Et la suite, c'est Fairer Coaching. Donc, c'est vraiment c'est vraiment pas difficile de voir que c'est la suite. Il y a toujours des petits noms sympas. Voilà. Mais c'est vrai que si concrètement, qu'est-ce que c'était comme action concrète et quels sont les résultats? Parce que c'est vrai qu'on... Oui, alors du coup, on avait toute une phase d'analyse de pratique, de savoir ce qui se faisait en fait dans les différents pays par rapport à la lutte contre les discriminations et les violences. C'est là que c'était intéressant aussi de voir les disparités entre notamment la Finlande et des pays où il y a moins de choses en place. Et ensuite, après avoir fait cet état des lieux-là, il y a des modules de sensibilisation qui ont été créés. Et c'était vraiment l'organisation finlandaise qui était pilote là-dessus parce qu'elle-même avait déjà mis en place un certain nombre de choses. Et chaque organisation s'est réapproprié les modules pour intégrer des spécificités de son contexte national, de choses qui avaient pu être faites par les fédérations. Donc en fait, ça a vraiment... Nous, on se l'est vraiment approprié à 100%. Le contenu, en tout cas, on va dire la colonne vertébrale que l'organisation finlandaise avait proposée au départ. Et c'est ça qui nous a ensuite convaincus que à la fin du projet, on s'est dit on ne veut pas s'arrêter juste là. Il y a vraiment un besoin parce que quand on a approché aussi des structures derrière pour tout simplement leur proposer d'animer une séance de sensibilisation là-dessus, toutes les structures étaient hyper motivées. Et du coup, aujourd'hui, donc la suite du projet veut explorer d'autres aspects qui n'avaient pas pu être explorés avant. Mais en tout cas, nous, en interne à l'association, on a recruté quelqu'un en octobre qui est référent sur ces thématiques-là. Et c'est aussi un peu grâce à ce projet, parce que sinon, on ne se serait peut-être pas tourné naturellement vers ces sujets-là. Oui, parce que le risque, j'ai l'impression, dans ces projets qui ont un démarrage et une fin, c'est qu'ensuite ce ne soit pas poursuivi. Parce qu'en vérité, ces modules de formation, ils doivent être donnés aux personnes aujourd'hui, mais demain et après-demain aussi. Et c'est ça, de l'extérieur qui peut... C'est un vrai enjeu qu'on a sur les projets européens, c'est-à-dire qu'on va avoir une durée de financement qui va être de 2 à 3 ans. Maintenant, la réponse qu'on y apporte, elle est très concrète, c'est de dire on produit des outils, vraiment, dans le cadre de ces projets-là. On produit des plateformes de e-learning, on organise des formats d'événements qui vont être un petit peu différents, on crée des boîtes à outils, on fait des choses qui sont quand même assez concrètes et qui peuvent être diffusées. L'enjeu pour nous derrière, c'est de pouvoir le diffuser plus largement que le cadre du projet, ou c'est ça, que les 2 ou 3 ans d'implémentation. Donc ça, c'est un travail qu'on fait. Nous, par exemple, on a une plateforme de cours en ligne qui est sur la question de l'inclusion des réfugiés. On a un module qui est dédié sur l'inclusion des jeunes filles réfugiées dans les clubs de football. Aujourd'hui, on est en lien
permanent avec des fédérations de foot, avec des clubs de foot pour essayer de continuer à porter cet outil-là et qu'il soit au mieux diffusé et qu'il continue à avoir un impact au-delà de la durée d'implémentation qui était de 2-3 ans. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et puis, il y a aussi un enjeu de dire, quand on a mené un projet de 2-3 ans, on est en capacité aussi à la fin de ce projet de se poser et de se dire, on a réussi ça, on a bien traité cet aspect-là. En revanche, on se rend compte que, on a manqué tel ou tel public cible, ou alors il faudrait qu'on aille plus en détail sur tel ou tel axe. Et on va, dans ce cas-là, déposer la suite du projet et redemander un financement à la Commission européenne pour pouvoir poursuivre ce projet, comme vous avez pu le faire sur la question du coaching. Donc c'est un petit peu cette double dimension, et de pousser les outils qu'on a produits, et aussi de voir si à un moment donné, il n'y a pas un intérêt à donner suite et à aller plus en détail sur un sujet particulier. Parmi les projets que vous avez menés aussi à l'association Alice Mia, il y a le projet Queen's Rugby 7 Festival. Oui. On a une petite vidéo, peut-être qu'on peut la regarder. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas le son tout à l'heure, mais... Il y a le son. Alors le projet, il a été initialement sélectionné par le programme Erasmus Sport en 2019. Donc on a 3 tournois en parallèle. Je pense qu'on peut l'expliquer, le présenter en même temps. Les gens voient d'un côté, de l'autre. Le plateau, c'était quoi le principe? Et on a tout un tas d'activités et d'ateliers, de conférences autour de cette partie sportive. On va dégoûter également. On a 7 nationalités présentes sur ce tournoi, avec des équipes qui viennent d'Irlande, d'Hongrie, d'Angleterre. Donc il y a aussi cette idée de créer vraiment une sorte de communauté autour de rugby à 7 féminin. Vincennes a découvert, j'allais dire, à l'occasion de ce tournoi à la Fondation Alice Mia, et je suis certaine que les perspectives qui aujourd'hui sont ouvertes vont s'élargir à l'avenir, et nous allons faire en sorte que à la fois le sport féminin puisse encore s'agrandir à Vincennes, et vous savez qu'en tant que femme, moi j'y suis particulièrement attachée. Donc merci à tous et bravo pour tout le travail réalisé. Surtout bon week-end sur le tournoi, montrer que le sport féminin compte, et surtout très bonne semaine de l'Europe à tous et à toutes. Voilà. Ouais. Alors, quel était l'objet de ce projet ? Alors, en fait, le projet, c'était un format événementiel sur le programme européen. Et donc, le principe, c'est qu'il y a une organisation qui va créer un événement et il va y avoir des organisations qui vont être invitées. Et il fallait qu'il y ait au minimum 10 nationalités représentées dans le cadre du projet. Et donc là, le principe, c'était de faire un festival de rugby. Donc vraiment, pas qu'un tournoi, mais aussi avoir un aspect, on développe des activités, des animations autour d'un tournoi sportif et on lui crée réellement une identité. Donc il y avait plusieurs objectifs, à la fois rassembler des équipes féminines d'âges différents, de niveaux différents, de pays différents, et aussi utiliser cette communauté qu'on pouvait créer pour créer des espaces de discussion, d'échange. Et donc, Eva était aussi à cet événement, donc elle peut en témoigner, mais c'était très enrichissant, en tout cas, d'avoir cet événement-là. Je te laisse un petit peu donner. Je pense que, généralement, la remarque qu'on aime bien faire chez Sport et Citoyenneté, c'est que quand on veut passer un message, le sport est très utile. Et donc, avoir des journées de débat, des échanges autour de thématiques sociales dans le sport, c'est d'autant plus efficace, surtout avec un public jeune, quand on associe ça à de la pratique sportive. Donc c'est ce format d'événement qui est particulièrement intéressant, c'est de dire on va, de manière très concrète, encourager la pratique sportive des jeunes filles via ce tournoi qui réunissait des équipes de rugby à 7 féminins. Et en même temps, on va essayer d'amener des éléments de débat, essayer de poser des questions sur la question de l'accès des publics féminins au sport, sur ce même temps, en fait, parce que c'est assez propice, parce qu'on est dans un contexte favorable aussi. Donc c'est pour ça qu'on était associés à ce projet-là, et c'est un petit peu le rôle qu'on a essayé de jouer dans le cadre de cet événement-là. Et il y a eu il y a eu plusieurs contenus différents qui ont été créés. Il y a eu notamment une collecte de bonnes pratiques qui a été faite par Sport et Citoyenneté, et donc une collecte de bonnes pratiques au niveau international autour du rugby, qui est toujours disponible en ligne d'ailleurs.
Il y a eu aussi des ateliers de sensibilisation à l'endométriose, donc c'était aussi important pour nous de parler de ce sujet-là dans le cadre d'un événement sportif, parce qu'on touche un public différent, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes qui nous disaient je pense que en fait peut-être que je connais quelqu'un qui a ça. Ça nous permet vraiment d'élargir au maximum le public sensibilisé. Ça part en fait d'un quelque chose de très événementiel, finalement, pour déboucher sur des bonnes pratiques, etc. Et ça va pas être intéressant de renouveler, de refaire ce même festival. C'était en 2019, ça? Alors en fait, il devait avoir lieu en 2020 pour la première fois. Mais ça n'a pas pu être possible à cause du Covid. Et il a été reporté 2 fois, donc finalement il a eu lieu pour la première fois en 2022. Ah, d'accord, 2022. C'était vraiment un projet qui a été déposé pour la première fois en 2017, mais finalement a eu lieu en 2022. C'est pas un peu frustrant ça parfois de voir le temps que ça prend? Si, alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un premier dépôt, et ce qui est intéressant aussi avec donc le programme Erasmus Plus Sport, c'est qu'en fait quand on n'a pas de financement, on a des retours très précis sur les axes à améliorer pour pouvoir avoir une meilleure note et être financé potentiellement l'année d'après. Donc ça, c'est un retour qui est très précieux. Et ça a permis, de la 2e année où le projet a été déposé, d'avoir, pour le coup, je crois que c'était la meilleure note sur ce format-là, en tout cas. Et après, évidemment, c'était très frustrant de ne pas pouvoir le faire dès 2020, mais on était dans un contexte inédit et très difficile pour le sport. Mais ça a finalement eu lieu et on a vraiment vu l'impact. Aujourd'hui, nous, on essaye de le continuer en fonds propres, en tout cas en approchant d'autres partenaires et pas forcément au niveau européen. Mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile de faire bouger tout ça quand on n'arrive pas avec un financement déjà là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réexpliqué, vous en avez un peu parlé de comment ça se passe le dépôt d'un projet, les différentes étapes. Voilà. De façon très concrète, on a un projet, on le dépose, on a jusqu'à septembre pour le déposer. Ensuite, c'est examiné par un jury. Comment ça se passe? Qui veut y aller? On peut y aller dans les grandes lignes si vous voulez, et après vous pouvez compléter. Mais du coup, j'ai expliqué qu'il y avait 2 types d'appels à projet, donc les modalités ne sont pas les mêmes en fonction du type d'appel à projet. Donc ça, c'est la première étape, identifier le bon appel à projet. Donc par exemple, pour la mobilité dans le domaine sportif, il y a 2 cycles d'appels à proposition par an, en février et en octobre, et c'est sur la base d'un formulaire de candidature qui est quand même assez conséquent. Et pour le deuxième, donc les partenariats, il y a également 2 cycles d'appel à proposition en mars et en octobre. Et donc on parle beaucoup de la phase de candidature. Après, il y a évidemment la phase de mise en œuvre, et après vous allez savoir où je veux en venir, mais il y a aussi toute la phase de suivi et d'évaluation, parce que ça c'est aussi un aspect important sur les projets qui permettent vraiment de voir l'impact des projets. Bon, voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Je pense que c'est pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être votre approche. Nous, en tant qu'association ou structure qui peuvent répondre à ce type d'appel à projet, on a un travail en amont, d'identifier, si on le dépose en tant que leader, c'est-à-dire si c'est nous qui écrivons le projet, d'identifier un petit peu des problématiques. Et donc ça, on le fait via notre travail au jour le jour, un petit peu suivi de l'actualité sportive, de recherche, d'études éventuellement. Donc d'identifier une thématique sur laquelle on souhaite développer un projet. Et derrière, d'identifier, et c'est pour ça que c'est important la mise en réseau, d'identifier les bons acteurs qui nous semblent importants d'associer pour mener un projet qui ait de l'impact. J'imagine, comme c'est un projet européen, il faut qu'il y ait un minimum d'acteurs qui soient européens. Ça, c'est au moins 5... Ça dépend après par type de partenariat, mais en fonction de la taille du projet. Dans l'envergure du projet, effectivement, il y a des paliers différents. Oui, il y a des critères différents. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que donc il y a des cycles sur Erasmus+, et pour le coup, les modalités s'adaptent aussi aux problèmes qui ont pu être rencontrés. Avant, il y avait donc ce format dont je parlais tout à l'heure. Il y avait uniquement ce format sur le domaine événementiel. Maintenant, il y a un autre format qui a été créé qui permet de décliner des événements dans différents pays, mais pas forcément d'avoir 9 organisations qui vont venir dans un seul pays. Donc en fait, vraiment, le programme aussi s'adapte aux retours
qui ont pu être faits, aux obstacles qui ont pu être rencontrés. Pareil sur le nombre de pays minimum représentés, ce sont des choses qui il faut que évoluent. ça reste fluide, facile en fait, qu'on arrive à travailler, que vous arrivez à travailler. Il y a une vraie volonté de la Commission quand même de rendre ces appels-là, et quand bien même ils sont très bureaucratiques, et voilà, il y a besoin d'avoir, il y a une proposal à rédiger, donc il y a vraiment un travail de fond à faire, de rendre ça plus accessible. Quand on ouvre un appel mobilité qui vise à permettre à des coachs, à des éducateurs sportifs au sein de fédérations sportives d'aller voir les bonnes pratiques, on essaye quand même de favoriser une action terrain et de rendre les choses quand même un petit peu plus faciles, aisées. On ne demande pas aux structures sportives sur cet appel-là, par exemple, d'avoir un projet avec des phases d'études ou quoi. On est sur un échange assez concret, en fait, de bonnes pratiques. Et puis, l'intérêt aussi de ce programme, c'est que vraiment, il s'adresse à des toutes petites structures. Ça va vraiment de la structure locale, du club local, à une grande fédération. Donc, c'est vraiment aussi ça la richesse du projet. Qui a besoin d'accompagnement, parce que ça ne s'invente pas de trouver un partenaire européen. Mais ça, c'est vraiment le rôle de l'agence Erasmus+, et de son point national d'information. En fait, ils font vraiment ce travail d'accompagnement très fin, en fait, d'orientation vers le bon appel à projet et d'accompagnement dans la rédaction de la candidature. Donc ça, c'est vraiment un travail précieux. Par exemple, à l'association Alice Milla, je crois que vous avez déposé 2 projets là, qui sont en cours d'évaluation, sur le décrochage sportif des filles à l'adolescence et un projet de reconstruction par le sport pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors en fait, on en a déposé une chacune. Et ensemble, vous avez travaillé ensemble sur l'écriture de ces 2 projets. Plutôt sur le décrochage sportif à l'adolescence, mais on est aussi associé à celui sur la reconstruction par l'escrime. Donc là, pareil, c'est un état des lieux, aller chercher un peu, trouver de l'information sur ça, avoir l'idée du projet, en fait, et ensuite associer des pays. En fait, on a un peu pris l'habitude aussi d'identifier vraiment les phases classiques de projet au niveau européen, et donc maintenant on commence à bien connaître sur la temporalité, quelle temporalité est la plus adaptée, combien de partenaires c'est intéressant d'avoir. Sur des projets comme ceux-là, il y a toujours une phase de recherche d'état des lieux qui est nécessaire. Il y a un vrai sujet sur le décrochage alors des sportifs, des femmes. Oui, ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet là-dessus au niveau européen. Alors, on manque de données, encore une fois, sur cet axe-là. Mais ce qu'on voit, c'est que pour tout un tas de raisons, pour des questions qui sont liées au fait que quand on joue, par exemple, dans un sport collectif, on peut jouer en mixité jusqu'à 12, 13, 14 ans, et puis à un moment donné, on ne peut plus jouer en mixité. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir une équipe féminine ou pas ? Et sinon, la jeune fille risque de décrocher sportivement. Aussi pour des questions de rapport au corps. Il y a des jeunes filles qui, à cet âge-là, vont plus nécessairement se sentir à l'aise avec leur corps, et donc ils vont arrêter l'activité sportive pour des questions d'accès aux infrastructures sportives, pour tout un tas de raisons. À cet âge-là, c'est un peu un âge charnière. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble sur le dépôt de ce projet-là. Et on a travaillé de manière un peu plus spécifique sur la question des sports collectifs, parce que c'est là où on a probablement les plus gros enjeux aujourd'hui. Tess le disait sur le combat d'Alice Milla, je crois qu'il est toujours très actuel. Il y a certaines disciplines qui restent des bastions plutôt masculins. Donc on a travaillé sur ces disciplines-là en disant on va essayer de proposer des pratiques alternatives de ces disciplines-là. On prend le foot, on va proposer plutôt du futsal, parce qu'on sait que les jeunes filles pratiquent plus le futsal que le foot à 11, par exemple. On prend le basket, on va aller sur du basket 3-3, parce que pareil, c'est peut-être un peu plus accessible. Basket 3-3, c'est... C'est une discipline récente qui a été proposée au jeu. Donc ça se joue sur demi-terrain, et c'est 3 joueurs contre 3 joueurs. Et c'est vrai que c'est un format peut-être un peu plus ludique, peut-être un peu moins codifié aussi pour des jeunes filles. Et donc on va, par ce biais-là, on va peut-être avoir touché davantage les publics féminins. Et entrer sur un axe un peu plus ludique, moins compétitif, un peu plus ludique, qui des fois va décrisper un peu, on va dire. Donc on essaye dans ce projet-là, de porter un petit peu ça, de dire on peut essayer de trouver aujourd'hui des solutions qui soient peut-être plus adaptées aux attentes des jeunes filles à cet âge-là. Voilà. Et après, l'idée, c'est d'expérimenter ça ? Oui, c'est d'expérimenter ça. Donc on est associé, là sur ce projet-là, on est associé à des fédérations sportives de basket, de rugby en Italie, de handball en Belgique et de football en Lettonie. Voilà. Qui vont proposer la pratique alternative à des jeunes filles. Un peu presque sur le format de ce qui a été fait au Queen's Rugby, d'une journée de festival. En amont, on forme les coachs c'est quoi avoir des équipes féminines, et c'est quoi le décrochage sportif des jeunes filles à l'adolescence, pour qu'ils soient sensibilisés. Et on leur propose après d'organiser une journée festival pour essayer d'aller chercher des publics féminins
Et derrière, Et désorienter évidemment... peut-être vers des pratiques, des types un peu différents. Oui, Oui. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, ce format événementiel, il est intéressant et on l'a vu avec le Queens parce qu'en fait, les retours qu'on avait eus après la première édition, c'est que beaucoup de joueuses nous disaient que toutes les compétitions qu'elles avaient fait auparavant, c'était des compétitions masculines et féminines en même temps. Et la vraie finale, entre guillemets, c'était la finale masculine. Et du coup, elles avaient vraiment l'impression que leur performance, leur temps à elles était pas du tout mis en avant. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir des événements vraiment dédiés aux pratiques féminines parce que ça leur permet de se sentir plus légitimes dans leur pratique aussi. Donc, il y a un peu cette idée de profiter aussi de ce format-là pour leur prouver, si elles n'en sont pas déjà convaincues, que ça a de l'importance et ça a de l'impact. Et donc, ce projet, il a été déposé. Oui. Il est en cours d'évaluation. Chez vous, du côté de Non, pas du tout chez nous, au niveau de la Commission européenne. D'accord. De l'agence, c'est l'agence centrale au niveau de la Commission. C'est pas Erasmus plus Sport ? Non, en fait, l'agence, il y a... Alors, c'est technique. On va devoir rentrer dans les détails. Restez encore avec nous. Le nouvel appel à projet de la mobilité des coachs sportifs, des personnels sportifs, là, il est géré de façon décentralisée, c'est-à-dire au niveau de l'agence. D'accord. Donc, si vous voulez, la Commission européenne a affecté un certain budget à l'Agence nationale française donc pour cette activité et effectivement, les dossiers sont instruits par l'Agence nationale à Paris. Et pour le deuxième, donc les partenariats, là, c'est un appel dit dans le sport, uniquement centralisé au niveau de l'agence. Là aussi, il y a un autre enjeu on aimerait bien... Au niveau de la commission. Au niveau de la commission, voilà, c'est ça. Et nous, on aimerait bien, et c'est aussi ce qu'on entend du terrain, décentraliser cet appel à projet, qui le rendrait en fait plus adapté, plus calibré aussi parfois à certaines structures. Donc il est étudié par la commission. Donc le vote par les équipes de la Commission européenne. Oui. C'est ça. Ah oui, et donc vous aurez une réponse septembre. En général, c'est fin été, début. Et c'est un projet qui dure sur combien de temps ? On l'a étalé sur 3 ans. Ouais. On fait, en tout cas, j'ai l'impression que Esport et Citoyenneté et nous, association Alice Mia, on part souvent sur des projets qui sont plutôt longs, parce qu'on se rend compte que en fait, ça passe très vite, les temps des projets européens. Il suffit qu'on ait aussi des nouveaux partenaires. C'est nécessaire d'avoir un temps long. Oui, puis quand on intervient en particulier sur cette question d'égalité de genre, on l'a martelé, je pense, mais il y a un vrai enjeu d'avoir des données beaucoup plus précises. Donc, généralement, dans des phases, quand on a des projets qui durent 3 ans, on a une phase d'étude à proprement parler qui dure entre 9 mois et 1 an, où on essaye vraiment de bien poser les bases de notre sujet, de bien identifier les différentes variables dans les différents pays du consortium, et ensuite d'avoir une action qui est adaptée aux résultats qu'on a démontrés sur la phase de recherche. Donc là, vous êtes déjà dans la réflexion des prochains, etc. Oui, on va pas spoiler, mais il y a aussi ce sujet intéressant, effectivement, de la reconstruction par le sport pour les personnes victimes de violences sexuelles que vous avez fait. C'est par le biais de l'escrime, c'est ça ? C'est intéressant. En fait, c'est nous qui l'avons déposé, celui-ci, et on a été à l'initiative avec le club, l'association ATPE, qui est une association qui a développé un protocole en fait d'accompagnement de femmes victimes de violences pour les accompagner à travers la pratique de l'escrime. Se réapproprier leur corps, se sentir mieux. Et donc, ça a été développé avec des maîtres d'armes, mais aussi des psychologues. Et on trouvait l'approche très intéressante. C'est vraiment parti d'une projection du film Touché, qui a été réalisé par Alexandra Lamy, inspiré d'une bande dessinée. Et c'est après l'idée de développer ça au niveau européen est venue. Donc, finalement, ça peut vraiment venir n'importe comment. On s'est focalisé sur l'escrime pour le coup, puisque là, il y avait un enjeu d'approcher différents clubs et différentes fédérations d'escrime pour dupliquer le protocole, l'améliorer, l'adapter aussi au contexte européen. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà
voir les perspectives futures à ce projet-là, au sens où là, on s'est focalisé que sur un sport, puisqu'il y avait déjà quelque chose qui existait. Mais en fait, on peut aussi ouvrir à plein d'autres sports dans le futur. Mais pour l'instant, on est déjà à l'étape d'attente et de voir ce que ça va donner. Le sport est aujourd'hui un vecteur de bien-être, on le sait, mais ça aide aussi des personnes qui ont vécu des traumatismes, notamment des violences sexuelles, à remonter la pente. Oui, tout à fait. Il y a eu une phase de recherche quand même pour faire cette proposition de projet. Il y a plusieurs études qui montrent que en fait, ça peut aider de pratiquer un sport, mais en fait, c'est en le faisant vraiment aussi justement avec un cadre défini, avec des personnes qui ont la bonne posture, un bon accompagnement, que ça peut être permis. Donc, il y a aussi cette importance de rigueur et de bonne pratique, encore une fois, on y revient, mais à diffuser, puisque on peut vite faire mal, et on voit que la posture des personnes dans l'encadrement est très très importante. Mais oui, bien sûr, en tout cas, l'association avec laquelle on a beaucoup été en lien pour ce dépôt ATPE existe depuis longtemps et a développé un protocole depuis longtemps. Il y a d'autres organisations, je pense à 50-50, qui fait aussi déjà des choses de reconstruction par le sport sur d'autres disciplines qui marche bien, mais ça reste un domaine encore sous-exploité, et c'est aussi bien de montrer le côté positif du sport, parce que souvent il faut avoir les deux versants en tout cas. Je crois, Eva, pour terminer, vous vouliez nous parler du projet Gap Women, alors qui est pour le coup pas rattaché à l'association Alice Milla, mais qui est aussi intéressant d'évoquer. Oui. Alors là, on est plutôt sur un enjeu, déjà d'outiller les fédérations, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a souvent quand même un retour de la part des fédérations, des clubs sportifs, de dire oui, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par quelle boule prendre. Donc ce projet-là, qui est porté par l'Union des fédérations sportives en Catalogne, sur lequel on est partenaire, il a cette volonté d'apporter des outils très concrets aux fédérations sportives. Et aussi, on est aussi sur cette question de la visibilité et de donner davantage de médiatisation au sport au féminin. Donc on a un gros aspect de communication sur ce projet-là et une grande campagne de sensibilisation qui est menée à travers les différents pays du consortium avec des athlètes qui sont engagés à nos côtés. On a eu par exemple en France l'engagement de Vanina Paoletti, qui est une kayakiste qui sera au jeu très prochainement. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux enjeux-là qu'on essaye de traiter sur ce projet Gap Women. Très intéressant. Finalement, on voit, il y a beaucoup d'initiatives quand même, il y a beaucoup de projets. Après, il y a quand même encore une vraie méconnaissance. On associe encore beaucoup Erasmus au côté échange, mobilité. Il y a un besoin aussi de faire venir d'autres acteurs sur sur les appels à projets. Voilà, il y a beaucoup, vous êtes beaucoup présente. C'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on peut faire connaître davantage ces initiatives, ces projets, comment on peut donner de la visibilité au niveau national à ces projets. À ces opportunités de financement, déjà, je pense, parce que c'est vrai qu'il existe beaucoup de moyens, beaucoup de dispositifs, et il faut les connaître, et il faut savoir comment ça fonctionne. Et à nouveau, je pense que c'est un rôle vraiment de nos politiques publiques, mais également des rôles de l'agence, des agences Erasmus+. Et puis, je pense qu'on peut compter sur... Il y a de la communication qui est faite pour justement auprès de tous les acteurs sportifs, etc. Oui, il y a régulièrement des webinaires qui sont animés par l'agence pour vraiment au moment des phases de lancement de projet. Donc, c'est important de suivre les réseaux sociaux justement de l'agence Erasmus+, parce que ils font vraiment un travail important de vulgarisation et de communication sur ces projets. Donc, effectivement, et puis ils sont présents sur de nombreux événements. Ils seront avec nous sur le Club France. Voilà, donc il y a vraiment cet enjeu d'aller chercher l'information et de se l'approprier. Puis après, effectivement, on peut compter sur des associations qui marchent bien et qui ont une vraie expertise aussi dans le domaine. Donc, oui, aussi pour faire un peu un travail de mentoring, pour expliquer aux autres, etc. Oui, nous on était intervenus, je ne sais plus quand c'était l'été passé, je pense sur un séminaire qui était organisé par le CNO, et je pense qu'il y avait le ministère des Sports, le CNO c'est le Comité National Olympique Sportif,
qui avait envoyé en fait des représentants de fédérations sportives à Bruxelles pour venir essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement des institutions européennes et les opportunités de financement que pouvait donner l'Union européenne. Et on est intervenu pour expliquer un petit peu. Donc voilà, il y a toutes ces initiatives, il y a un vrai accompagnement de la part de l'agence, de la part de structures comme les nôtres aussi. Donc il ne faut pas hésiter. Le mot de la fin, voilà, le chemin est encore long, mais il faut être positif parce qu'il y a de grands progrès qui ont été faits. Si vous deviez, voilà, pour vous, me redire un petit peu en quelques mots les sujets, vraiment les sujets d'égalité qui sont fondamentaux aujourd'hui concernant le sport et les femmes, chacune peut-être. Qui veut commencer? On se répartit les thématiques, il y en a tellement. Voilà, mais en tout cas, pour vous, ou celles peut-être qui vous tiennent le plus à cœur. Moi, je vais reprendre le sujet de la médiatisation parce que ça me paraît vraiment essentiel et c'est aussi la thématique qui a porté, en tout cas, qui était la thématique phare de l'association quand elle a été créée. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là de montrer aux petites filles. Voilà. On voit les effets en plus. On voit les effets. Nous, on intervient beaucoup dans des écoles et c'est vrai que on est toujours frappé quand on fait faire un exercice qui est très simple de demander à tous les élèves de la classe de donner le nom d'un sportif puis de donner le nom d'une sportive. En fait, ça n'arrive jamais qu'on ait le même nombre de réponses pour l'un et pour l'autre. Et donc, il faut absolument que on puisse avoir des rôles modèles identifiés et aussi des sportives actuelles parce qu'en fait, c'est maintenant aussi que ça se joue. Encore aujourd'hui, les sportifs qui viennent en tête quand on fait des sondages, ce sont des sportifs qui sont plus en activité depuis 20-30 ans. Et c'est qui par exemple? Il y a Jeannie Longo par exemple, effectivement. Marie-Josée Pérec, donc sans du tout remettre en question leur performance, leur palmarès, elles ont fait des choses incroyables, mais c'est très dommage d'avoir des sportives aujourd'hui qui souvent se battent aussi pour avoir les mêmes conditions d'entraînement, de revenus que les sportifs, qui ne soient pas du tout reconnus alors qu'elles font des grosses performances. Donc, pour nous, la médiatisation, c'est un levier très important pour avoir un engrenage positif derrière. Chez Sport et Citoyenneté ? Je vais rebondir sur l'aspect rôle modèle, mais je vais le prendre à une autre échelle. Je vais le prendre sur les questions des postes de l'encadrement sportif, donc les postes de coach, d'éducateur ou d'éducatrice sportive, et aussi de l'arbitrage. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est hyper invisibilisé, cette question-là. On parle très peu de la question de l'accès des femmes au poste d'éducatrice sportive ou au poste de l'arbitrage. On voit encore très peu de femmes à ces positions-là. Et là aussi, on a un enjeu de rôle modèle. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui côtoie en permanence un milieu masculin, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou de l'encadrement sportif, de une, elle se dit pas qu'éventuellement c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et de deux, ça peut avoir tendance aussi des fois à créer des environnements un peu moins inclusifs. Donc on a un vrai enjeu d'essayer de renforcer l'accès des femmes à ces positions-là et de les soutenir, de vraiment soutenir volontairement l'accès des femmes à ces postes-là par des politiques éventuellement de quotas ou par des politiques de formation, d'accompagnement. Vous avez un programme encore une fois du Comité national olympique en France qui accompagne 300 femmes. Là, on est sur des postes de dirigeantes, mais qui fait relativement quand même écho aux mêmes problématiques que sur les postes d'encadrement. Donc voilà, je pense que je mettrais peut-être un coup de projecteur sur cet aspect-là. Moi, peut-être, je pense d'un point de vue plus personnel, je pense de vraiment faire comprendre, et je pense que ça se développe de plus en plus, mais que le sport, c'est pas juste un aspect de performance, de compétition, de sport de haut niveau. Alors bien sûr, je pense que le rôle de sportive est hyper important, mais vraiment de se rendre compte des bienfaits du sport d'un point de vue bien-être mental, d'un point de vue bien-être sur la santé, les maladies cardiovasculaires, etc. C'est vrai que c'est même plus une histoire d'esthétique, en fait, c'est vraiment une histoire de santé. Ouais. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce Mad Prime spécial Europe et sport au féminin. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci à toutes. Merci à toutes les trois. pour l'accueil. Super.